Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alexandre Benalla, c'est le nom de l'ex-homme de confiance, dit Monsieur Sécurité du chef de l'État Emmanuel Macron. Mais pour ce dernier, le nom de Benalla résonne comme l'impact d'une bombe qui continue d'émettre le bruit d'une onde de choc politique 5 ans après les faits. Monsieur Benalla, qui jouissait alors du titre d'adjoint au chef de cabinet du président de la République, est poursuivi pour 12 infractions. En vrac, violence volontaire en réunion, port d'armes de catégorie B ou encore faux et usage de faux. Alexandre Benalla a cru bien faire, assure aujourd'hui son avocate. Fin 2021, après un procès bien plus électrique à ce moment-là, il avait été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 1 ferme. À l'époque, le tribunal ayant été au-delà des réquisitions. Du 9 au 15 juin dernier, c'est-à-dire ce jeudi, M. Benalla et son ami le gendarme réserviste Vincent Kras sont donc repassés devant la justice, cette fois-ci devant la cour d'appel de Paris. Et pour faire le point sur ce second procès, nous invitons le journaliste enquêteur Michel Deléan, qui, pour Mediapart, a suivi de très près ce qui reste le premier coup de tonnerre de l'ère macroniste. Michel Deléan est avec nous via la visio. Bonsoir Michel Deléan, vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Comment allez-vous ? Excellemment, et vous ? Parfait, très bien, je vous entends très bien, donc on peut commencer. Alors je viens de très rapidement recontextualiser, vous l'avez entendu, les choses, mais l'affaire, je pourrais même dire les affaires Benalla finalement, sont une succession de scandales que l'on qualifie de scandales d'État, qui méritent, je le pense et vous aussi, que l'on s'y attarde quelques instants supplémentaires. Alors vous, comment résumez-vous les choses et en quoi, rapidement, dites-moi, ces choses forment-elles un scandale, une affaire dite d'État ? Si on se remet un petit peu dans le contexte, la commission d'enquête sénatoriale l'a très bien montré. Les affaires Benalla qui ont été rassemblées pour plusieurs d'entre elles dans un seul procès montrent une chose, c'est qu'Emmanuel Macron est assez léger pour ce qui concerne les questions de sécurité, qui se repose sur des gens de confiance qui ont noué des liens personnels avec lui, mais qui peuvent aussi être un peu atypiques et qui peuvent parfois mettre sa sécurité en danger. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission d'enquête sénatoriale. Et ça montre aussi également un rapport à la règle publique qui est aussi assez fluctuant. Alors, 5 ans après les faits, des mystères restent entiers, notamment 2. Comment, la question qu'on se pose, comment un homme quasi sorti de nulle part et presque sans expérience, à peine 2 au PS notamment, a-t-il pu être propulsé à une fonction que vous décrivez là très proche du pouvoir, aussi importante auprès du chef de l'État ? Et second mystère, qu'est-il advenu du fameux coffre-fort ? Sur ces 2 questions, avons-nous avancé ces derniers jours ? Alors, le coffre, personnellement, je ne peux pas vous dire où il se trouve. Il y a encore une enquête judiciaire qui est censée faire la lumière. Donc, les différents protagonistes de ce dossier, vous l'imaginez, ne sont pas très bavards, puisque c'est des gens qui sont dans les milieux de la sécurité, du renseignement, qui étaient des proches de l'Élysée. Il n'est pas sûr qu'on sache un jour ce qu'est devenu ce coffre. En revanche, sur le parcours de Benalla, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui est très intelligent et qui a toujours su obtenir la confiance de ceux avec qui il a travaillé. Tous ceux avec qui il a travaillé en font un portrait vraiment très élogieux. Il faut se rappeler qu'il a été un temps le garde du corps de Martine Aubry. Il a aussi un temps travaillé avec François Hollande. Il a travaillé pour le PS. Il a été gendarme réserviste. Il a travaillé pour des sociétés de sécurité. Et une fois arrivé avec ses relations dans ce milieu-là, une fois arrivé à En Marche, puis dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, il faut croire qu'il a fait quand même bonne impression et qu'il avait certains mérites, puisqu'il a obtenu d'être en quelque sorte l'homme de confiance d'Emmanuel Macron et de son épouse. Et ce qui le place de fait dans une situation où il sait, où il voit des choses et où il est détenteur de bribes un petit peu de secrets. Est-ce qu'on peut dire là, du coup c'est une analyse, que Emmanuel Macron était naïf ? A posteriori, c'est toujours plus facile de dire oui. Il y a un exemple. Par exemple, Alexandre Benalla n'avait pas le droit de porter une arme en dehors des locaux d'En Marche. Bon, on s'est aperçu, je fais ma pub, c'est Mediapart qui l'a révélé, on s'est aperçu que pendant la campagne de 2017, en fait, il avait une arme sur lui
et qui s'est même cru autorisé à faire un selfie dans un restaurant avec une serveuse en pointant l'arme sur sa tempe. Donc, a posteriori, pour nous, oui, c'est facile aujourd'hui de dire en 2023 qu'Emmanuel Macron était naïf, mais ils étaient peut-être grisés aussi par cette campagne 2017. Il faut bien dire que face à Marine Le Pen, dans l'entre-deux tours, les jeux étaient faits. Tout le monde se voyait déjà un petit peu au palais avec différents postes. Il y a un petit peu d'hubris et une espèce d'ivresse des cimes déjà qui gagne tout ce monde-là en 2017. Alors je parlais de mystère entier, il y en a un autre mystère entier. Vous parlez de Mediapart à l'instant, justement, la tentative de perquisition de la rédaction de Mediapart après des révélations justement qui ont mis l'Élysée dans l'embarras à ce moment-là. Mediapart rendait public fin mai de cette année le fait qu'un président de chambre du tribunal de Nanterre a décidé de s'abstenir, je cite, en conscience, de juger le procès de Mediapart que Mediapart a intenté à l'État. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette information ? Alors, il y a plusieurs informations. Celle qui, jusque-là, n'est pas vraiment expliquée, c'est le magistrat qui se déporte. Ça peut arriver, c'est-à-dire que l'audience civile sur le champ, elle est très rapide. Et une fois qu'il prend connaissance des pièces du dossier, il peut se dire « Ah, là, je connais un tel ou un tel, je risque d'être en conflit d'intérêts ». Il peut se déporter. Ça arrive. Bon, on n'a rien trouvé à redire là-dessus de particulier. C'était surprenant, mais on n'a pas encore l'explication. En revanche, sur la perquisition, il y a quelque chose d'absolument scandaleux. C'est que Mediapart s'était déjà engagé à donner ces enregistrements aux juges d'instruction de l'affaire Benalla, qui sont des juges d'instruction indépendants, et qui, eux, enquêtaient sur tout ce qui était reproché à Benalla. En revanche, cette perquisition du parquet de Paris, qui était une perquisition qui ne disait pas son nom, était en violation des règles sur le secret des sources, et était en fait quelque chose de délirant qui a même provoqué la condamnation de l'État. Pour vous dire à quel point le parquet de Paris, dans cette affaire, était indépendant. Effectivement, il faudra suivre. J'imagine que les choses ne sont pas encore tout à fait révélées. Il y a beaucoup de mystères encore entourant tout cela. Mais revenons au prévenu central, puisqu'ils sont deux, mais central, M. Benalla, ayant fait appel, on l'a compris du coup, à l'issue du premier procès, le revoici de nouveau devant la justice. Alors, dans sa défense, on peut se poser la question, on a suivi évidemment, mais pouvez-vous nous expliquer s'il y a eu une évolution depuis 2021 où il était assez électrique à ce moment-là ? Est-ce que ça a évolué depuis ? Oui, ça a largement évolué pour une raison simple, c'est que le premier procès rassemblait plusieurs enquêtes sur les passeports diplomatiques, l'arme à feu, le passeport de service, voilà, les violences, évidemment, le selfie. Son attitude pendant le premier procès, qui a été perçue comme assez provocatrice, un peu trop sûr de lui-même, un petit peu arrogant, un peu arrogant, oui. un peu gamin à certains égards, lui a fortement joué des tours, puisque en fait la condamnation en première instance, c'est ce qui l'oblige à faire appel. C'est que 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec une mise sous surveillance électronique, pour lui, ça a été un coup de massue. C'est-à-dire, il ne s'attendait pas à une peine comme ça, surtout après le réquisitoire du parquet, 18 mois de prison avec sursis. Bon, il pensait que toute cette histoire-là serait derrière lui. Faisant appel, j'imagine qu'il y a eu une réflexion avec son avocate. Moi, je n'étais pas derrière la serrure pour voir ce qui se disait, ni derrière la porte pour écouter, mais on peut imaginer que son avocate lui a fait prendre conscience qu'il ne pouvait pas continuer à nier absolument tout, et que nier l'évidence face à des juges, parfois, c'est un peu casse-gueule. Donc là, en appel, dès l'ouverture des débats, il a dit qu'il reconnaissait une grande partie des infractions qui lui étaient reprochées, à l'exclusion de ce qui concernait les violences et l'immixtion dans des fonctions publiques, c'est-à-dire dans la fonction de policier. Là, son raisonnement, c'est « moi, je n'ai fait que mon devoir, j'ai vu des gens qui commettaient des infractions, j'ai aidé les forces de l'ordre à les interpeller, je suis un bon citoyen ». Bon, quand on voit les vidéos, qu'on lit les témoignages et qu'on écoute les victimes, c'est difficile on s'aperçoit. Oui. C'est sa vision, c'est sa défense. Ça n'a pas convaincu en première instance. Je ne suis pas certain que ça convaincra non plus en appel, mais il y a quand même un changement dans sa défense. Là, il était beaucoup moins sûr de lui, beaucoup moins arrogant.
un petit peu repentant, un petit peu plus responsable, tout bêtement. Effectivement, on a suivi un Benalla donc un peu plus posé, avec un ton de repentance, un Benalla un peu rangé aussi, hein. On a lu, hein, marié, père de famille, qui a un travail, qui est rangé, etc., qui reconnaît et qui dit regretter une certaine part des choses, comme vous l'avez dit, qu'on lui reproche. Mais il semblerait qu'il n'ira pas en prison, hein, si on comprend bien la suite des choses. Vers quelle condamnation semble-t-on aller à ce moment ? Alors, moi, je ne lis pas dans le mar de café, hein. J'imagine, mais vous y étiez. La Cour d'appel rendra sa décision fin septembre. Fin septembre, effectivement. Ouais. Elle peut le relaxer sur tout. Elle peut aussi le condamner à 7 ans de prison, si elle le veut. C'est vrai, c'est le code pénal qui s'applique. Très sincèrement, pour répondre à votre question et sans plaisanter, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une peine de prison avec sursis, peut-être de 2 ans de prison avec sursis. Bon, je vous livre un pronostic qui, comme tous les pronostics, sera sûrement démenti, mais il n'est pas certain, compte tenu de l'évolution qui a été la sienne, qu'il y ait encore de la prison ferme. Et surtout que, comment vous le décrivez dans vos papiers dans Mediapart, à un moment donné, je crois, hein, sans vous citer, j'ai pas noté, mais que ces avocats, enfin les 2 prévenus et leurs avocats étaient plutôt confiants. Je sais pas si c'est le mot que vous avez utilisé, mais se satisfaisaient un peu de l'issue de ce 2e procès. Est-ce que j'ai mal disons lu ? qu'ils ont donné l'impression, puisque c'est une impression. Nous, quand on les voit, tout à fait. On parle avec eux, mais on n'a que des impressions. Ils ont donné l'impression de se satisfaire du réquisitoire. Et ils ont donné aussi l'impression d'être contents des débats qui n'ont duré que 2 journées, puisque le 3e et dernier jour, c'était leur plaidoirie. Donc c'est très ramassé. Le procès en appel, on ne réexamine pas tout, on n'interroge pas tout le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, le procès en première instance, lui, avait duré 3 semaines. On est sur un autre ordre de grandeur, évidemment. Alors, toujours dans les colonnes de Mediapart, vous rapportez que l'avocat général décrit M. Benalla comme doté, enfin je cite, d'un côté ombre et lumière assez inquiétant, c'est la citation. Pour son côté ombre, il fait référence, l'avocat général, aux petites magouilles et au copinage malsain, ainsi qu'à son penchant à succomber, je cite toujours, aux sirènes de l'illégalité. Alors on a l'impression, là, en lisant cela, que la stratégie de défense de ce second procès réside dans le fait d'isoler un peu la responsabilité sur les seules épaules des 2 prévenus. Messieurs Benalla écrase. L'avocate de ce dernier a même déclaré, je la cite, « Cette affaire ne méritait pas un tel battage médiatique, c'est un dossier banal de violence ». Ma question est toute claire en fait, hein. Selon vous, est-ce que l'on va vers une issue où l'aspect affaire d'État serait alors là, estompé, voire révisé en fait ? Ce n'est que 2 hommes isolés. La vérité judiciaire, ce n'est que la vérité judiciaire. Donc, quand des magistrats ouvrent une enquête et jugent un dossier, ils font entrer des faits dans des petites boîtes, dans des petites cases qui sont celles du code pénal. Ils regardent si les infractions sont constituées, ils regardent à quelle hauteur elles doivent être sanctionnées. Donc, la Cour d'appel ne s'est certainement pas estimée saisie d'une affaire d'État. Elle était saisie de 12 délits, 2 prévenus. Maintenant, il y a encore 2 autres enquêtes en cours, hein. Il y a celle sur le coffre-fort et celle sur les contrats russes de Benalla. Oui. Mais le prisme qui est celui de la justice pénale ne donne pas forcément à voir effectivement l'ensemble des faits. Cela étant, en première instance, pendant les 3 semaines de débat, il y a eu énormément d'auditions, beaucoup de témoignages, des gens de l'Élysée notamment, et cette dimension-là n'a pas été occultée. Simplement, en appel, on va plus vite, on reprend les pièces, et puis on juge plus vite. On juge plus vite, évidemment. Mais est-ce qu'on peut, à cet instant-là, je me fais la voix des gens qui nous regardent, évidemment, imaginer qu'il y a encore des liens entre les prévenus aujourd'hui et le pouvoir, hein, ou tout du moins le milieu macroniste, pour par exemple, parfaire cette défense, hein, qui viendrait évacuer l'organisation et donc la responsabilisation de l'appareil d'État, voire du président lui-même. On se souvient du CD-ROM, vous vous souvenez, hein, évidemment, avec des images volées, orchestrées par La République En Marche pour accabler les victimes de Benalla en 2018. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a encore des liens ? Alors évidemment, vous n'êtes pas là pour imaginer, savoir, vous n'avez pas le don de lire dans la mare de café, vous le disiez, évidemment, mais est-ce qu'on peut imaginer cela encore aujourd'hui à cette étape ? Alors on peut tout imaginer. Si vous vous souvenez des enregistrements qu'on avait révélés, oui. Ces enregistrements montraient que Benalla continuait, après son licenciement et après que l'affaire a éclaté, continuait à échanger avec Emmanuel Macron.
On a aussi raconté qu'après son départ de l'Élysée, il avait continué à rencontrer Charlie Chaker, qui était aussi des figures de l'Élysée et d'En Marche. Donc, on peut supposer qu'il continue à avoir des échanges de temps en temps avec des gens de l'Élysée. Aujourd'hui, sa préoccupation première, c'est son business. Hein. Bien sûr. Donc, il travaille à Genève pour une ONG un peu fumeuse qui s'appelle l'Organisation mondiale pour la résilience et la gestion de crise, qui fait soi-disant des interventions en Ukraine, en Turquie, enfin, tout ça est très flou. Selon ses dires, hein, on l'appelle. Voilà. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Benalla a des contacts avec des chefs d'État africains. Il a aussi une petite antenne à Paris. C'est quelqu'un qui a des relations, qui a de l'entre-gens. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc, pour lui, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de passer ce procès-là, se faire oublier, et puis pouvoir développer son business et continuer à faire ce qu'il aime. Et justement, là, vous faites référence à sa ville. Désormais, il vit à Genève, où il travaille dans le quartier onusien, vous le décrivez à l'instant. Alors, ce qui en préparant ces questions, ça me faisait rappeler de cette actualité de mars 2019, de la Tribune de Genève, et puis d'ailleurs, Mediapart s'était fait aussi l'écho de cette actualité, qui titrait en mars 2019 « Sous contrôle judiciaire en France, Alexandre Benalla est à Genève ». Il avait alors été reconnu à la gare de Cornavin. À ce moment-là, tout droit arrivé en TGV de Paris, à peine sorti d'une semaine de prison. Vous vous souvenez forcément très très bien. Il était descendu dans un hôtel de luxe au bord du lac Léman. Est-ce que, selon vous qui suivez vraiment bien ce dossier, est-ce que ce déplacement à ce moment-là annonçait déjà son parcours en Helvétie aujourd'hui ? Sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Ce qu'on sait, c'est que après que l'affaire a éclaté, il a vécu un temps au Maroc, il a vécu un temps à Londres. Genève, il y a sûrement des facilités. Aujourd'hui, ils prétendent qu'ils ont 3 salariés dans cette ONG. Bon, il nous a proposé d'aller voir sur place, d'aller vérifier la réalité de tout ça. Vous allez le faire ? Peut-être, mais bon, on a beaucoup à faire, mais répondre aux invitations d'Alexandre Benalla, c'est sympa. Peut-être qu'on le fera, je ne peux pas vous le dire. On a quand même beaucoup de choses à faire, mais bon. On imagine. Son business, par définition, doit être discret, donc il ne va pas nous ouvrir tous ces dossiers. Dans tout cela, est-ce que vous pensez que le pouvoir macroniste a appris en fait ce pouvoir dont Emmanuel Macron disait en 2017 vouloir plus d'exemplarité en politique ? Est-ce que vous pensez qu'après tout cela, vous disiez à l'instant que M. Benalla espère, hein, vous l'avez analysé comme ça, se faire oublier ? Est-ce que tout ça c'est déjà derrière lui Pour l'exemplarité, on repassera, hein, parce qu'on a quand même Alexis Collère qui est mis en examen, Éric Dupond-Moretti qui est renvoyé devant la Cour de justice. L'exemplarité, la probité, ça faisait partie des promesses de 2017. Ça ne figurait plus dans les promesses de campagne de 2022. Et on a quand même chroniqué une douzaine de scandales qui montrent que c'est le dernier des soucis d'Emmanuel Macron. En fait, ça ne l'intéresse pas. Donc, à la question que vous me posez, est-ce que cette affaire leur a appris quelque chose ? Sincèrement, je n'en suis pas sûr. On suivra. Alors, pour terminer, dans votre dernier article sur ce deuxième procès, vous précisez, presque vous déplorez, en vous lisant, une salle d'audience désertée par les journalistes. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, écoutez, plus j'avance en âge, et moi je comprends. On était 3 ou 4 journalistes, alors que bon, il y a des rédactions quand même qui sont nombreuses, mais le fait divers, apparemment, les cours d'assises, ça intéresse plus. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas porté spécialement sur la critique médiatique, mais il faut croire que dans certaines rédactions en chef, on considère que le sujet n'était plus vendeur, que c'était un peu une ressucée, et qu'on n'allait pas apprendre grand-chose. Et moi je trouve ça décevant. Je l'ai observé aussi au procès en appel de François Fillon, il y avait beaucoup moins de monde. Le procès en appel de Sarkozy, il y avait beaucoup moins de monde aussi. C'est comme si on était dans une ère de zapping où, une fois qu'une affaire a été jugée en première instance, on dit oui, bon. Mais il se trouve que Fillon, Sarkozy, Benalla,
la future histoire de France. Donc c'est bien de suivre quand même. C'est bien de suivre quand même, effectivement. On peut, peut-être une question supplémentaire, que ce peu de relais médiatiques, parce qu'on a pu voir un article du Monde, etc., effectivement, le premier jour, le 9, depuis, je crois que rien n'est sorti depuis, sur cette affaire, et son tournant un peu mea culpa, comme on l'a vu là, peut faire en sorte que cette affaire d'État, finalement, passe à la trappe, voire fait déjà partie du passé. Parce qu'au début, j'ai ouvert l'émission, notre entretien, en disant que voilà, c'est une bombe qui résonne encore aujourd'hui, mais en fait, pas vraiment, c'est déjà fini. Oui et non. Enfin, l'avenir le dira. Il y a eu Bien sûr. Une enquête de l'Assemblée, un rapport d'enquête sénatoriale qui est très complet. Il y aura 2 jugements, quelques centaines d'articles. Ça ne pourra pas évidemment occuper la une pendant des années, mais c'est une affaire qui, d'une façon ou d'une autre, laissera des traces. En tout cas, merci à vous pour votre travail sur Mediapart et d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.